Je m'appelle Alain Turner. Et le soir où ma sœur a qualifié mon prix de stupide, mon téléphone s'est allumé avec une simple notification qui disait tout sur ma place dans cette famille. J'étais debout dans ma minuscule cuisine, portant encore mon tablier taché, les yeux fixés sur l'email officiel sur mon ordinateur portable qui annonçait que j'étais sur le point de recevoir le plus grand prix de ma carrière. Mes mains tremblaient lorsque j'ai ouvert notre discussion de groupe familial et que j'ai tapé « Salut, j'ai des nouvelles. Je vais recevoir un prix la semaine prochaine. Il y a une cérémonie. C'est retransmis en direct. J'aimerais vraiment que vous puissiez être là. » J'ai regardé les 3 petits points apparaître, puis disparaître, puis réapparaître. Finalement, ma sœur a répondu « Nous n'avons pas le temps pour ton prix sans intérêt. Nous allons dîner ce soir-là. » Une seconde plus tard, ma mère a renchéri « Ne nous en veux pas, chérie. Nous avons déjà réservé. » Mon père n'a pas dit un mot. Il a simplement aimé le message de ma sœur, comme s'il le contresignait. J'ai fixé l'écran pendant une longue seconde, sentant cette brûlure familière dans ma poitrine, celle que j'avais appris à ravaler depuis que j'étais enfant. Puis j'ai pris une grande inspiration, j'ai forcé un sourire, même si personne ne pouvait le voir, et j'ai répondu « C'est bon. Passez un bon dîner. » Ils ont envoyé quelques pouces levés et un emoji qui rit, comme si nous venions de nous mettre d'accord sur quelque chose d'anodin, comme si je ne venais pas de les inviter au plus grand moment de ma vie. Ce soir-là, pendant qu'ils trinquaient autour d'un plat de pâtes dans leur restaurant préféré, la retransmission en direct a commencé sur la télévision au-dessus de leur tête. Et ce qui est apparu sur cet écran, au milieu de leur petit dîner parfait, les a tous laissés figés sur leur siège. Si vous voulez savoir comment ce prix stupide est devenu la seule chose qu'ils ne pourraient jamais ignorer, continuez à écouter. Je n'ai pas toujours su si clairement quelle était ma place dans cette famille. En grandissant à Portland, dans l'Oregon, je pensais honnêtement que les choses étaient normales, que chaque petite sœur n'était qu'un bruit de fond dans le best-of de sa sœur aînée. Ma sœur Danielle a été la star dès la minute où elle a appris à rejeter ses cheveux en arrière et à sourire pour une photo. Elle avait 5 ans de plus, était bruyante, charmante, le genre de fille qui pouvait transformer une simple course à l'épicerie en une story complète sur Instagram. Mes parents, Robert et Hélène, disaient qu'ils ne faisaient que renforcer sa confiance en elle. Mais la vérité, c'est que notre maison tournait autour de ses humeurs, de ses emplois du temps, de ses crises. Quand Daniel n'a pas été sélectionné dans l'équipe de cheerleader une année, nous avons eu une réunion de famille à ce sujet, suivie d'une glace et d'un discours de motivation. Quand j'ai gagné un concours de cuisine au collège avec une simple recette de poulet rôti que j'avais répétée pendant des semaines, ma mère a dit « C'est bien, chérie », puis s'est tournée vers Daniel pour lui demander comment se passait son projet de groupe. À l'âge de 13 ans, j'avais compris que le seul endroit où je me sentais visible était la cuisine. Vous savez, ces enfants qui disparaissent dans les jeux vidéo? Moi, je disparaissais dans les recettes. Pendant que Daniel essayait de nouveaux salons de coiffure ou suppliait mes parents de lui donner de l'argent pour un autre week-end, j'étais scotché aux vidéos de cuisine sur une vieille tablette. Faisant des pauses et des retours en arrière pour apprendre à couper les oignons sans pleurer ou à faire lever le pain correctement dans une cuisine fraîche de Portland. J'ai commencé à faire des biscuits et des petits pains à la banane, les offrant aux voisins juste pour voir le visage de quelqu'un s'illuminer à la première bouchée. Finalement, j'ai commencé à les vendre au marché fermier local le samedi. Je me tenais là, derrière une table pliante chancelante avec ma petite pancarte écrite à la main, et des inconnus me disaient « C'est incroyable. Vous avez fait ça vous-même » Et pendant quelques heures, j'avais l'impression de compter. À la maison, cependant, c'était différent. Mon père soupirait en voyant le temps que je passais à jouer dans la cuisine. Et ma mère n'arrêtait pas de me dire que je devrais être plus comme Daniel et penser à une vraie carrière, quelque chose de glamour ou dans le monde de l'entreprise. Ils écoutaient Daniel parler pendant des heures de son travail dans une boutique à la mode et de ses projets de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Mais quand j'essayais d'expliquer une nouvelle recette que je testais, ils hochaient poliment la tête, vérifiaient leur téléphone et changeaient de sujet. J'ai appris très tôt que dans ma famille, ce que j'aimais était considéré au mieux comme un passe-temps, au pire comme une distraction. Avez-vous déjà ressenti cette piqûre silencieuse en réalisant que les personnes qui sont censées vous connaître le mieux ne vous voient que comme un figurant dans l'histoire de quelqu'un d'autre? Ce sentiment est devenu le carburant qui m'a poussé hors de notre maison et directement vers le seul endroit où ma passion comptait vraiment. Quitter Portland ressemblait moins à la poursuite d'un rêve qu'à une évasion d'une vie qui n'avait jamais vraiment été la mienne. Quand j'ai été accepté dans un programme culinaire à New York, mes parents ont traité cela comme si je m'étais inscrite à un camp d'été prolongé plutôt qu'à une école sérieuse.
Daniel a plaisanté, alors, tu vas dépenser tout cet argent juste pour apprendre à couper des légumes. Ma mère l'a fait taire, mais elle souriait en le faisant. Mon père m'a serré dans ses bras à l'aéroport et a dit, assure-toi juste d'avoir un plan de secours, d'accord? Tout le monde ne peut pas réussir dans la cuisine. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse. Je ne reviendrai jamais en tant que la fille qu'il pensait juste jouer à la chef. New York était bruyante, chaotique, et d'une certaine manière, exactement ce dont j'avais besoin. Je passais mes journées dans des cuisines surchauffées à l'école. Mes nuits, je travaillais à temps partiel dans un petit café qui sentait l'espresso et le pain frais. J'ai brûlé des plats, je me suis coupé les doigts, j'ai pleuré dans des chambres froides, et pourtant, je me réveillais chaque matin en ayant encore plus faim. Un de mes instructeurs m'a recommandé pour un poste dans un restaurant gastronomique de Manhattan dirigé par le chef Anthony Reyes, un nom que je n'avais vu que dans les magazines de luxe. Travailler pour lui, c'était comme être jeté dans une tempête. Il criait. Il exigeait la perfection, et il remarquait tout. Mais quand il m'a regardé dresser un simple plat de carottes rôties avec une sauce au yaourt aux herbes que j'avais peaufiné une douzaine de fois, il s'est arrêté et a dit, « Tu as un point de vue. Ne le perds pas. » Ces quelques mots ont fait plus pour moi que tous les commentaires, sois plus comme ta sœur, que j'avais jamais entendus à la maison. J'ai commencé à expérimenter des moyens de rendre la cuisine réconfortante plus légère, plus fraîche, tout en restant satisfaisante. Un soir, après le service, j'ai filmé une courte vidéo dans la minuscule cuisine du personnel, préparant rapidement un burger végétarien grillé avec ma propre vinaigrette maison. Je l'ai posté en ligne sans trop y penser. Une semaine plus tard, la vidéo avait explosé. Les gens me taguaient dans leur propre création, me suppliant de leur donner la recette, demandant où ils pouvaient acheter la sauce. C'est la première fois que j'ai réalisé que ma cuisine pouvait exister en dehors de la cuisine où je me trouvais. J'ai commencé à embouteiller de petits lots de ma vinaigrette, les vendant localement sous le nom de Turner Kitchen. C'était désordonné, modeste et loin d'être parfait, mais c'était à moi. J'ai appelé mes parents pour leur dire que ma sauce se vendait très bien sur un marché local. Ma mère a dit, c'est mignon, chérie, puis a passé le téléphone à Daniel pour qu'elle puisse me parler d'une nouvelle collaboration avec un photographe local. Comme d'habitude, ma petite victoire n'était qu'un bruit de fond par rapport à ces grands projets. J'ai raccroché, j'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre de mon minuscule appartement, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Le monde extérieur commençait à me prendre au sérieux, même si ma propre famille ne le ferait jamais. Turner Kitchen a cessé d'être juste une activité secondaire le jour où un acheteur d'une chaîne d'épicerie régionale a goûté ma vinaigrette lors d'un salon alimentaire et a dit « Nous pourrions mettre ça en rayon ». En un an, mes petits lots se sont transformés en véritables séries de production. Je travaillais toujours des quarts de travail brutaux au restaurant. Mais maintenant, pendant mes jours de congé, j'assistais à des réunions sur l'étiquetage, l'approvisionnement et la distribution. C'était épuisant d'une manière que mes parents n'ont jamais vue, car tout ce qu'ils commentaient, c'était les jolies photos que je postais quand quelque chose se passait bien. Un article local a qualifié ma vinaigrette de « chose qui pourrait changer la façon dont les gens pressés mangent à la maison ». Et cet article a été repris par un blog culinaire plus important. À partir de là, les choses ont fait boule de neige. Turner Kitchen a été accepté dans un programme national qui soutenait les marques alimentaires émergentes. Et soudain, je prenais l'avion pour des conférences, je faisais des démonstrations, je parlais de cuisine saine et réconfortante sur de petites scènes dans des salles de bal d'hôtel. C'est ainsi que mon nom s'est retrouvé sur le radar de personnes que j'admirais de loin en grandissant. Un après-midi froid, j'étais dans mon petit bureau en train de goûter un nouveau lot quand un email est apparu avec un objet qui m'a retourné l'estomac, notification de nomination de la fondation James Beard. Mes mains tremblaient en cliquant dessus. Il ne se contentait pas de me nominer. Il m'annonçait que j'étais l'étoile montante de l'année. Il y aurait une cérémonie à Los Angeles, dans un hôtel que je n'avais vu qu'à la télévision, et l'événement serait retransmis en direct sur une chaîne de cuisine nationale. Pendant une minute, je suis resté assise là, à regarder l'écran, à écouter les battements de mon propre cœur. Puis, malgré tout, mon premier instinct a été de le partager avec ma famille. J'ai ouvert notre discussion de groupe, celle qui avait été principalement remplie de selfies de Daniel et de chaînes de messages de ma mère pendant des mois, et j'ai commencé à taper. J'ai expliqué ce qu'étaient les James Beard Awards, à quel point c'était important, que la cérémonie aurait lieu la semaine suivante en direct à la télévision,
et combien cela signifierait pour moi s'il pouvait soit venir à Los Angeles, soit au moins regarder la retransmission. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé la petite coche de livraison apparaître. 3 points sont apparus, ont disparu, sont revenus. Finalement, Daniel a répondu, nous n'avons pas le temps pour ton prix sans intérêt. Nous allons dîner ce soir-là. Une seconde plus tard, ma mère a ajouté, ne nous en veux pas, chérie. Nous avons déjà réservé. Mon père n'a rien dit. Il a juste aimé le message de ma sœur. Un petit pouce levé qui m'a fait l'effet d'un coup de poing. J'ai fixé l'écran, sentant ce mélange familier de colère et d'engourdissement me monter à la gorge. Pendant une seconde, l'ancienne version de moi a voulu supplier, expliquer à nouveau à quel point c'était important. Au lieu de cela, j'ai dégluti difficilement, j'ai forcé mes doigts à rester stables et j'ai tapé, c'est bon. Passez un bon dîner. Quand ils ont répondu avec quelques émojis et une blague sur le dessert, cela m'a frappé de plein fouet. S'ils ne pouvaient pas être là pour moi maintenant, au seuil du plus grand moment de ma carrière, ils ne le seraient jamais vraiment. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'univers était sur le point de s'assurer qu'il regarde chaque seconde de toute façon. Le soir de la cérémonie, Los Angeles semblait être une autre planète comparée au crachin gris que j'avais laissé derrière moi à Portland. Le Beverly Hilton était resplendissant, tout en marbre et en lustre, rempli de gens qui sentaient le parfum cher et le succès. Je me tenais dans le hall, serrant mon invitation, vêtu d'une robe noire simple mais élégante pour laquelle j'avais économisé. Et pendant un instant, je me suis senti comme une imposteur qui s'était accidentellement égaré dans la vie de quelqu'un d'autre. Puis ils ont épinglé mon badge, et je l'ai vu en toutes lettres, Ale Turner, Turner Kitchen. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis rappelé que cela ne m'avait pas été offert sur un plateau. J'avais mérité chaque ampoule, chaque brûlure, chaque nuit blanche. En coulisses, l'air vibrait de nervosité et de lac. J'apercevais des chefs que je n'avais vus qu'à la télévision. Des présentateurs répétant leurs textes, des caméramens comptant à rebours à voix basse. Le chef Anthony avait pris l'avion et m'a trouvé près des fontaines à eau, me serrant rapidement dans ses bras. Quoi qu'il arrive là dehors, dit-il doucement, tu as ta place dans cette pièce. Ne l'oublie pas. Ils nous ont alignés par catégorie, et quand ce fut le tour de l'étoile montante, mon cœur battait si fort que je pouvais à peine entendre le présentateur parler. Quelque part, dans un autre fuseau horaire, ma famille était assise à une table dans leur restaurant italien préféré à Portland, la Trattoria Verde, commandant du vin et se disputant au sujet des entrées. Je le savais parce que Daniel avait posté un boomerang de leur verre qui trinque avec la légende « Dîner en famille », juste une heure plus tôt. Aucune mention de moi, aucune mention de la cérémonie. La voix du présentateur a traversé mes pensées. Et l'étoile montante de l'année de la fondation James Beard est décernée à, il y eut une petite pause qui sembla durer une éternité. Ale Turner, de Turner Kitchen à New York. La salle a éclaté en applaudissements. Pendant une seconde, je ne pouvais plus bouger. Puis mes jambes se sont souvenues comment marcher et je me suis retrouvé sur scène, les lumières brûlantes sur mon visage, le trophée soudainement lourd dans mes mains. Le présentateur s'est penché et a murmuré, souriez. Il passe en direct. Et quelque part au fond de moi, une petite version de moi-même, debout derrière une table de marché fermier branlante, a fondu en larmes. J'ai fait mon discours, court et tremblant, mais honnête. J'ai parlé du fait d'avoir grandi en sentant que ce que j'aimais était un passe-temps, de vouloir faire une cuisine qui ne fasse pas sentir les gens coupables ou exclus. J'ai remercié les personnes qui avaient cru en moi quand il était plus facile de ne pas le faire. Je n'ai pas mentionné ma famille. Quand j'ai quitté la scène, mon téléphone dans ma pochette a vibré si fort qu'il semblait vouloir s'échapper. Je l'ai ignoré. Je ne savais pas qu'à ce moment précis, à Portland, la télévision au-dessus du bar de la Trattoria Verde venait de passer sur la couverture en direct des prix par la chaîne Food Network. Le restaurant était animé, plein de conversations et du cliquetis découvert quand la voix du commentateur a percé le bruit. À suivre, notre étoile montante de l'année. Une jeune femme qui a commencé sur les marchés fermiers de Portland, en Oregon, et qui change maintenant la façon dont les gens pressent et mangent à travers le pays. La caméra a fait un gros plan sur mon visage sur scène, mon nom en lettres énormes en bas de l'écran. Ale Turner, dit clairement le présentateur. De Turner Kitchen. À la table sous la télévision, la fourchette de mon père s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Ma mère a lentement tourné la tête vers le haut, les yeux écarquillés. Le verre de vin de Daniel s'est arrêté juste avant ses lèvres alors qu'elle plissait les yeux vers l'écran,
comme si son cerveau refusait d'accepter ce que ses yeux voyaient. Autour d'eux, les gens ont commencé à murmurer. Un serveur a jeté un coup d'œil de la télévision à leur table, faisant le lien. Quelqu'un au bar a dit « Attendez, n'est-ce pas votre fille ? Ne venez-vous pas de dire qu'elle était dans une école de cuisine ou quelque chose comme ça ?» Un autre client a sorti son téléphone et a commencé à filmer le moment, capturant la seconde exacte où mes parents ont réalisé que le prix qu'ils avaient qualifié de sans intérêt était diffusé au-dessus de leur tête à tout le restaurant. À la télévision, je souriais et tenais mon trophée, remerciant tous ceux qui avaient soutenu mon parcours. À table, ma famille était assise dans un silence stupéfait, piégée sous ce même écran lumineux, sans aucun endroit où regarder et nulle part où se cacher. Et ce n'était que le début de leur cauchemar. Le temps que je rentre à ma chambre d'hôtel ce soir-là, mon téléphone avait l'air de vouloir percer un trou dans ma pochette. Je l'ai finalement jeté sur le lit, j'ai enlevé mes talons et j'ai ouvert l'écran. La discussion de groupe avec ma famille était en haut de la liste, illuminée par plus de notifications que je n'en avais vues depuis des années. Il y avait aussi des tags Instagram, des mentions Twitter, des messages privés de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis le lycée. J'ai tout ignoré sauf la discussion de groupe et je l'ai ouverte. C'était le chaos. Ma mère avait écrit « Allez, nous venons de te voir à la télé. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que c'était si important ?» Mon père a dit « Ta mère et moi sommes sous le choc. » Tout le monde au restaurant t'a reconnu. Le propriétaire a monté le son. Les messages de Daniel étaient les plus frénétiques. « Allez, qu'est-ce qui se passe ? Les gens nous filmaient au dîner. » Un autre. « Pourquoi n'as-tu pas dit que c'était les James Beard Awards ? Sais-tu à quel point j'ai eu l'air stupide ? » Puis une capture d'écran de son Instagram. Des dizaines de commentaires sous son boomerang du dîner. Des choses comme « Est-ce la sœur qui a séché la cérémonie de remise de prix de sa propre famille ? Imaginez qualifier le James Beard de votre sœur de sans intérêt. » Quelqu'un avait déjà posté une vidéo de la Trattoria Verde sur TikTok. La légende disait « Quand tu sèches le prix sans intérêt de ta sœur et que tu finis par la regarder gagner un James Beard à la télévision du restaurant. » Le clip montrait la télévision au-dessus du bar, mon discours en cours de diffusion, puis zoomait maladroitement sur la table de ma famille, leur visage pâle et figé. La vidéo avait déjà des centaines de milliers de vues et ce n'était pas fini. Alors que je faisais défiler, une autre vidéo est apparue, ajoutée à la première. C'était un ancien clip de la page de Danielle qu'elle avait clairement oublié, où elle était assise dans l'arrière-salle de sa boutique, portant son badge de travail, riant face à la caméra. « Ma petite sœur pense qu'elle va changer le monde avec de la vinaigrette », avait-elle dit en levant les yeux au ciel. La section des commentaires sous cette vidéo était brutale. Les gens taguaient la marque pour laquelle elle travaillait. Ils me taguaient. Ils utilisaient des mots comme « jalouse »,« peste » et « personne à fuir ». J'étais encore en train d'encaisser tout ça quand mon téléphone s'est allumé avec le nom de Daniel qui appelait. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'il s'arrête, puis j'ai vu un autre texto arriver. « Décroche, s'il te plaît. » Une partie de moi, l'ancienne partie qui voulait toujours arranger les choses, a failli rappeler. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone et je suis allé me démaquiller. Quand je lui ai finalement répondu le lendemain matin, c'est parce qu'elle m'attendait dans le hall de l'hôtel. Je l'ai repérée avant qu'elle ne me voie, recroquevillée sur une chaise, les yeux rouges, les cheveux tirés en un chignon désordonné au lieu d'être parfaitement coiffée comme d'habitude. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, elle s'est levée si vite que son café a failli se renverser. « Allez, dit-elle, la voix brisée. Dieu merci. » Nous avons marché jusqu'à un coin tranquille, et pour une fois, elle ne s'est pas lancée dans une histoire sur elle-même. Elle a juste lâché, j'ai été viré. J'ai cligné des yeux. De la boutique ? Elle a hoché la tête, déglutissant difficilement. Ils ont dit que les vidéos donnaient une mauvaise image de la marque. Ils ont dit que je me suis moqué de toi. Moqué des gens qui essaient de manger sainement. Et maintenant, ils reçoivent des messages privés et de mauvaises critiques. Ils m'ont fait emballer mes affaires devant tout le monde. Un rire amer m'a échappé avant que je puisse le retenir. Alors maintenant, ma sauce saine affecte ta vraie vie, hein ? Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je sais que j'ai été horrible, dit-elle rapidement. J'étais jalouse, d'accord ? Tu t'es vraiment accroché à quelque chose. Tu as vraiment réussi. Je ne pensais pas que ça compterait. Je ne pensais pas que tu irais si loin.
Elle a essuyé ses yeux, étalant son mascara. Je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. J'ai besoin de tout recommencer, et j'espérais que peut-être tu pourrais, je ne sais pas, me présenter à quelqu'un. M'aider à trouver un travail dans ton monde. La voilà, la demande. Pas seulement des excuses, mais une requête. L'ancienne allée aurait cédé. Au lieu de cela, j'ai senti un calme s'installer en moi. Daniel, dis-je doucement. Pendant des années, mon travail a été une blague pour toi. Mes plus grands objectifs étaient les mignons bouts sans intérêt. Tu n'es pas la raison pour laquelle j'ai commencé Turner Kitchen, et tu ne seras pas la raison pour laquelle cette entreprise embauchera qui que ce soit. Elle me regarda, stupéfaite. Alors, tu vas juste me laisser couler? J'ai secoué la tête. Non, je vais te laisser nager toute seule pour une fois. Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes, mais je n'ai pas détourné le regard. J'en ai fini d'être le figurant dans ton histoire, ai-je ajouté. Et je ne vais certainement pas laisser ma carrière devenir ton plan de secours maintenant. Alors que Daniel se tenait là, les yeux tout rouges, j'ai réalisé que c'était la première fois que je lui parlais sans me rabaisser. Nous sommes restés un moment dans ce coin tranquille de l'hôtel, écoutant le bourdonnement de la climatisation et les voix étouffées venant du hall. Puis elle a expiré et a fixé ses chaussures. Tu as changé, dit-elle. J'ai haussé les épaules. Pas vraiment. J'ai juste arrêté de faire comme si ce que tu dis ne me blessait pas, elle a eu un petit rire sans joie. Et maintenant? On fait juste semblant de ne pas être sœurs? J'ai secoué la tête. Non, nous sommes toujours sœurs, mais j'ai fini d'essayer de te prouver quoi que ce soit. Je vais me concentrer sur ma vie et tu vas assumer tes choix. C'est tout. Je n'ai pas dit, comme la nuit dernière, mais nous savions toutes les deux ce que je voulais dire. La conversation s'est terminée dans cet espace étrange et inachevé. Je lui ai donné une brève étreinte, plus par habitude que par réconfort, puis je me suis dirigé vers l'ascenseur. Alors que les portes se fermaient, je la regardais devenir de plus en plus petite, et pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti coupable de m'éloigner. Les semaines qui ont suivi la cérémonie des prix ont été un tourbillon. Une fois que cette émission a été diffusée, Turner Kitchen est passé de marque de niche cool à où tout le monde parle de toi. Ma boîte de réception était folle. Demandes de presse, offres de collaboration, investisseurs aléatoires qui voulaient une part de ce qu'ils pensaient que j'avais. L'un d'eux était Logan Pierce, un type que je n'avais vu que cité dans des articles sur les startups de l'alimentation et des boissons. Nous nous sommes rencontrés dans ce minuscule café de Los Angeles qui semblait tout droit sorti de Pinterest. Et après quelques banalités, il a posé son téléphone face contre table et est devenu sérieux. Allez, dit-il, les gens n'achètent pas seulement ta vinaigrette, ils achètent ton histoire. As-tu pensé à leur donner un endroit où la vivre réellement? Pas seulement un produit, mais un espace. J'ai pensé à tous ces matins au marché fermier de Portland, debout derrière cette table pliante bancale, espérant que quelqu'un s'arrête pour essayer un échantillon. J'ai pensé à toutes les fois où ma famille a balayé mes recettes d'un revers de la main, comme une phase que je finirais par dépasser. Maintenant, quelqu'un parlait de ma cuisine comme si c'était tout un monde. Oui, dis-je, j'y ai pensé. Je n'ai juste jamais cru que j'en aurais l'occasion si tôt. Logan a souri. Ce n'est pas de la chance. C'est ce qui arrive quand des années de travail apparaissent enfin sur le radar des autres. Alors, nous avons commencé à construire. Ce n'était pas glamour. Il y a eu de longues réunions qui n'ont mené nulle part, des ébauches de menus qui ne semblaient pas justes, des budgets qui me donnaient mal à la tête, et des planches de design qui ont été déchirées et recommencées. Mais pour une fois, je n'avais pas l'impression de traîner tout le monde derrière moi. J'avais une équipe qui croyait vraiment en ce que je faisais. Ils ne traitaient pas mes idées comme un passe-temps mignon. Ils les traitaient comme une marque. Quand le premier restaurant Turner Kitchen a finalement ouvert à Los Angeles, je suis entré avant l'ouverture des portes et je suis resté là 1 minute, à tout absorber. Des tables en bois chaleureux, une cuisine ouverte où les clients pouvaient voir chaque assiette être assemblée. Des étagères garnies de mes sauces comme de petits soldats. J'avais l'impression que ma petite cuisine d'enfance, cette table de marché fermier et chaque service de fin de soirée à New York avait été fondu et versé dans un seul espace. Pour la semaine d'ouverture, nous n'avons pas engagé d'influenceurs ni organisé une fête de lancement extravagante. J'ai posté une simple vidéo, si quelqu'un vous a déjà dit que la chose que vous aimez est sans intérêt, cet endroit est pour vous.
Les réservations se sont remplies plus vite que je ne l'aurais cru possible. Les gens ne venaient pas seulement pour manger, ils venaient pour parler. Ils me racontaient comment ils avaient quitté leur emploi en entreprise pour faire de la pâtisserie, comment on s'était moqué d'eux parce qu'ils peignaient, diffusaient en direct, écrivaient, créaient. Ils parlaient des membres de leur famille qui levaient les yeux au ciel devant leurs rêves. Ils s'asseyaient à mes tables, mangeaient ma nourriture, et me regardaient comme si j'étais la preuve que peut-être, juste peut-être, ils n'étaient pas fous de se soucier de ce qu'ils aimaient. Un soir, après la fermeture, j'étais assise au bar à consulter mes emails, picorant dans un bol de restes de pâtes, quand mon téléphone a vibré. C'était ma mère. Depuis la cérémonie des prix, elle envoyait de longs textos, des excuses, des nouvelles, des histoires sur les gens de son école qui se vantaient de m'avoir vu à la télé. Je répondais toujours poliment, mais je restais en surface. Cette fois, j'ai répondu. « Tu es occupé ?» demanda-t-elle, d'une voix plus basse que dans mon souvenir. « Je suis encore au restaurant » dis-je. « Mais on a presque fini de nettoyer. » Elle a pris une inspiration. « Un parent est venu me voir aujourd'hui. Leur fille veut se lancer dans les arts culinaires et ils ont peur qu'elle n'y arrive pas. J'ai commencé à leur parler d'une fille de Portland qui vendait des pâtisseries au marché fermier et qui vient de gagner un prix James Beard. Elle a marqué une pause. Je leur ai parlé de toi. Je me demandais si tu serais d'accord pour lui parler un jour, peut-être par Zoom. Je suis resté assise une seconde, à regarder les rangées de verres suspendus à l'envers au-dessus du bar. Il fut un temps où ce genre de choses m'aurait fait pleurer sur le champ. Maintenant, tout ce que je ressentais, c'était une chaleur constante. Oui, dis-je, je peux le faire. Dis-lui d'envoyer un email à mon équipe et nous trouverons un moment. Je l'ai entendue expirer comme si elle avait retenu son souffle toute la journée. Merci, dit-elle. Il y a quelques années, ces mots m'auraient terrassé. Cette fois, ils se sont installés doucement. Je sais que tu essaies, dis-je, et j'apprécie. Mais tu dois comprendre que j'ai construit une vie qui ne dépend pas de ta croyance en moi. Je ne suis plus cet enfant qui m'en dit d'être vu. Ma mère a eu un petit rire tremblant. Je pense que c'est peut-être la première fois que je le comprends vraiment, dit-elle. Après ça, les choses avec mes parents ne sont pas devenues magiquement parfaites, mais elles sont devenues normales d'une manière qu'elles n'avaient jamais été. Mon père a commencé à m'envoyer des photos de plats qu'il cuisinait à partir de mes vidéos. Mauvais éclairage, dressage désordonné, avec des légendes comme « réussi », suivi de 3 émojis pouces levés. Je le taquinais, mais sous les blagues, j'étais sincèrement fier de lui d'essayer. Quant à Danielle, elle s'est faite discrète après notre rencontre à l'hôtel. J'ai eu des bribes d'informations par ma mère. Elle avait déménagé de son appartement chic du centre-ville, trouvé un appartement moins cher, pris un emploi de vendeuse dans un magasin ordinaire, sans ring light, sans vêtements gratuits, sans événements de marque. La vraie vie, sans filtre. Des mois plus tard, un email est apparu dans ma boîte de réception, provenant d'une adresse que je ne reconnaissais pas. L'objet disait simplement « c'est moi ». C'était de Danielle. Elle ne cherchait pas d'excuses. Elle m'a raconté ce que ça faisait de vider son bureau pendant que ses collègues regardaient. Elle a écrit sur le fait de s'asseoir seule dans un appartement plus petit, réalisant pour la première fois que les likes et les vues n'allaient pas payer le loyer. Elle a dit qu'une de ses nouvelles clientes, une femme plus âgée, était venue en parlant de comment elle avait commencé à manger plus sainement grâce à cette jeune femme à la télévision qui fait de la vinaigrette qui n'a pas le goût d'une punition, et à quel point elle était fière de cette fille. « Je savais qu'elle parlait de toi », écrivait Danielle. Je suis resté là, hochant la tête et pensant, j'ai un jour qualifié ce prix de stupide. Je ne m'attends pas à ce que tu arranges quoi que ce soit pour moi. Tu ne me dois ni un travail, ni une mention, ni une seconde chance. Si tu ne réponds jamais à cet email, je comprendrai. Je voulais juste que tu saches que je vois ce que j'ai fait maintenant. Et j'essaie d'être quelqu'un qui ne rabaisse pas les autres juste parce qu'elle a peur de ne jamais être à la hauteur. Je n'ai pas répondu tout de suite. L'ancienne moi se serait précipitée pour répondre, pour réconforter, pour recoller les morceaux. La version de moi qui a signé cet email, Halle Turner, chef fondatrice, savait que je n'avais pas à le faire. Je n'étais pas intéressé par la vengeance pour la vengeance. Le but n'était pas de regarder Danielle souffrir. Le but était que, finalement, les gens devaient vivre avec la réalité qu'ils avaient créée. Un soir, après un service chargé, j'ai installé mon téléphone sur le bar et j'ai appuyé sur enregistrer,
prévoyant de filmer une recette rapide. Mais ce qui est sorti à la place était autre chose. Beaucoup d'entre vous m'ont envoyé des messages disant que votre famille pense que votre rêve est stupide, ai-je commencé. Ils appellent ça une phase, un passe-temps, une perte de temps. J'aimerais pouvoir vous dire que si vous travaillez assez dur, ils changeront immédiatement d'avis, mais ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. J'ai parlé du fait d'avoir grandi dans une maison où la chose que j'aimais le plus était traitée comme un bruit de fond. Je n'ai pas cité ma famille nommément, mais je n'ai pas non plus édulcoré ce que j'avais ressenti. Voici ce que j'ai appris, ai-je dit. Parfois, les personnes qui sont censées croire en vous ne le font tout simplement pas. Pas tout de suite. Peut-être jamais. Cela ne signifie pas que votre rêve est mauvais. Cela signifie que vous devrez peut-être le planter ailleurs d'abord, sur un marché, dans un petit studio, sur une petite chaîne YouTube, peu importe ce que cela représente pour vous. Je leur ai raconté avoir vu mon visage apparaître sur une télévision dans un restaurant où ma propre famille était allée pour éviter mon prix sans intérêt. Je leur ai dit ce que j'avais ressenti, non pas de manière mesquine, mais de manière c'est la vraie vie. Le plus doux type de vengeance n'est pas de les regarder s'étouffer avec leurs propres mots, ai-je dit. C'est de construire une vie si solide que leur opinion cesse d'être le centre de votre univers. Quand vous êtes debout sur vos deux pieds, soit ils s'adaptent, soit ils ne le font pas. Cette partie dépend d'eux. Votre travail est de continuer à cuisiner, ou à écrire, ou à dessiner, ou à construire. Quelle que soit votre version de la vinaigrette. Cette vidéo a été partagée partout. Les gens ont tagué leurs frères et sœurs, leurs parents, leurs partenaires. Certains commentaires venaient d'enfants qui me ressemblaient beaucoup à 13 ans. D'autres venaient de parents disant qu'ils repensaient à la façon dont ils parlaient à leurs enfants. Chaque commentaire était comme une petite preuve que rien de tout cela n'avait été pour rien. Les longues nuits, les rires méprisants, les années passées à être le figurant de ma propre histoire. Quelques semaines plus tard, après avoir fermé un soir, je me tenais seul dans la cuisine. Les lumières tamisées, tout nettoyé et à sa place. Les poêles pendaient en une rangée nette. Les étagères étaient garnies de bouteilles de Turner Kitchen. La salle à manger au-delà du passe-plat était calme pour la première fois de la journée. J'ai pensé à cette version enfant de moi à Portland, hésitant sur le seuil pendant que ma sœur parlait plus fort que moi, se faisant dire de sortir de la cuisine et de laisser maman travailler. Si j'avais pu entrer dans ce moment, j'aurais posé mes mains sur ses épaules et je lui aurais dit « Reste. Continue de remuer. Continue de goûter. Un jour, les gens feront la queue pour manger ce que tu prépares. Un jour, la même chose dont ils se moquaient sera la chose qui changera tout. » Et c'est peut-être la vraie leçon enfouie dans tout ce drame et ce désordre familial. Parfois, les dernières personnes à croire en vous sont celles qui auraient dû être les premières. Vous n'avez pas à les attendre. Vous avez le droit de construire une vie, une entreprise, une histoire qui a du sens pour vous. Même si cela leur semble ridicule. S'ils finissent par changer d'avis, c'est génial. S'ils ne le font pas, c'est toujours vous qui entrez dans votre propre cuisine, allumez les lumières et vous mettez au travail. Notre équipe à Revenge Mangan se consacre à la création de scénarios significatifs et bien écrits qui divertissent et inspirent. Nous promettons qu'il s'agit d'une œuvre de fiction conçue uniquement pour partager des leçons de vie et apporter des messages éducatifs utiles à nos spectateurs. Ce script met en lumière l'importance de l'estime de soi, des limites saines et du pouvoir de la croissance personnelle, même lorsque les relations familiales sont douloureuses ou injustes. À travers les erreurs et les conséquences des personnages, les spectateurs peuvent réfléchir à l'empathie, au respect et à la manière dont leurs paroles et leurs actions affectent les autres. De cette façon, l'histoire devient non seulement un drame, mais aussi une forme douce d'éducation sur la maturité émotionnelle et le comportement responsable.